L'objet de cette vidéo consiste à se pencher sur l'une des lignes narratives de Gare centrale, celle qui se rapporte aux relations entre Enewi et Hanuma et leur évolution vers la tentative d'assassinat. Cela revient à se pencher, en l'occurrence, sur la genèse du crime. Alors, ce que j'entends par la genèse du crime, ce sont les signes avant-coureurs, les indices susceptibles d'annoncer le crime. En fait, tout au long du film, on a une composition progressive d'un puzzle qui va donner lieu à 2 tentatives d'assassinat. Ce puzzle correspond justement à l'une des lignes narratives du film qui le rapproche de l'univers du film noir. Parmi les éléments de ce puzzle, il y a toutes les manifestations de la distorsion de la libido du personnage, à commencer par le regard. On va commencer d'abord par le prologue qui renferme certains éléments ayant valeur de prolapse. Je vous propose d'abord de visionner ce prologue ou ce pré-générique. Dans ce prologue en voix off, à la première personne, Madbouli, jouant à la fois le rôle de narrateur et de témoin, raconte sa rencontre avec Neri. 3 éléments méritent d'être relevés dans ce prologue, dans la mesure où ils sont en rapport avec cette ligne narrative dont nous avons parlé au début. Ce sont 3 éléments où on pourrait déceler une annonce du crime. Je m'arrêterai dans un premier temps sur le mot étrange employé à 3 reprises dans ce court extrait qu'on vient de voir et qui correspond, à vrai dire, à 2 plans. Dans le premier plan, c'est celui sur lequel j'ai fait arrêt sur image. Le mot étrange est associé à la lecture des faits divers dans les journaux. Alors ce détail relatif aux journaux, défini ici comme l'un des lieux du déploiement de l'étrange ou de l'insolite, fait écho à un fait divers lu à peu près vers le milieu du film par Madbouli en présence de Enewi. Il s'agit évidemment du fait divers de la rosette, appelé en arabe Hadith Rashid. On constate donc que le puzzle de la scène intime et dramaturgique du crime commence à se constituer dès le prologue. C'est ensuite la gare qui est présentée dans un deuxième temps comme le lieu de l'étrange. C'est dans ce plan sur lequel j'ai fait un arrêt sur image. Mais l'étrangeté des choses vues dans la gare est beaucoup plus grande que celle des faits divers. Le récit de Enewi est la mise en place progressive de l'univers du film, obéit au principe de la gradation, susceptible d'éveiller la curiosité du spectateur. Avec la première apparition de Enewi, nous sommes en présence d'un 3e palier de l'étrangeté. Autrement dit, encore une gradation. La chose la plus étrange. Wa aghrab haga, nous dit-on. Cependant, l'ampleur de cette étrangeté n'est pas dévoilée d'emblée. Et on constate d'ailleurs que le personnage est d'abord présenté, d'après le discours de Nawi, comme étant représentatif d'une catégorie, celle des ruraux ayant quitté leur lieu d'origine dans l'espoir d'une meilleure vie au Caire, ou d'une vie meilleure plutôt au Caire. Madbouli dresse en quelque sorte, dans un premier temps, un portrait sociologique du personnage, qui se confond avec une catégorie. Et cela contredit, à première vue, la logique de l'insolite ou de l'étrangeté.
Il y a néanmoins un détail qui relève de la singularité. Il s'agit bien entendu de l'infirmité du personnage. C'est justement cette anomalie qui fait sa singularité. C'est cette anomalie qui fait la singularité du personnage dont le nom, prononcé pour la première fois dans le film, coïncide avec l'énonciation de cette première anomalie. La deuxième anomalie, en revanche, est celle par laquelle le prologue sera clôturé. Pour commenter cet extrait qu'on vient de voir, je commencerai par l'absence du personnage dont parle la voix off. Madbouli se rend dans la cabane de Enawi, mais ce dernier n'y est pas visiblement. C'est un choix scénaristique et de mise en scène qui est, à mon sens, assez significatif. Jusqu'ici, nous n'avons pas vu le visage du personnage qui nous est présenté par la voix off de Madbouli. Même quand il est à l'image, son visage est caché et il est assis par terre et est complètement recroquevillé sur lui-même. Cette mise en scène, outre qu'elle renforce ce qui est dit par Madbouli sur la vulnérabilité sociale et physique du personnage, a pour effet de retarder l'apparition du visage à l'écran. Or, le visage au cinéma est vecteur d'identité et de l'identification du spectateur au personnage. Il faut sans doute tenir compte du fait que c'est Shehin lui-même qui incarne ce personnage vulnérable et dont on découvre dans les derniers plans du prologue l'ampleur de la frustration. Tout se passe comme si le réalisateur, acteur, avait choisi dans un premier temps l'invisibilité comme mode de représentation. Une invisibilité compensée en revanche par la projection imaginaire à travers ces images de pin-up accrochées au mur de la cabane du personnage. Enawi est réduit à une seule dimension à la fin du prologue, la projection de sa libido torturée. Le réel, qui aurait pu être représenté dans les derniers plans par une présence physique du personnage, recule au profit de l'imaginaire et de l'obsession. Je dirais que la cabane de Enawi est ainsi l'antichambre ou encore la scène intime où s'enracine le crime passionnel. À la présence physique de Enawi dans les derniers plans du prologue, le réalisateur a préféré la confrontation entre le regard du témoin Madbouli et les photos des pin-up. Ceci est susceptible également de faire du spectateur un témoin. Mais il est à remarquer que cela ne se fait pas sur le mode classique du champ contre champ, pour représenter la découverte de l'univers mental du personnage, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'alternance construite selon un axe de 180 degrés entre le visage de Madbouli éberlué par sa découverte et les inserts sur les pin-up. Au classique champ contre champ, le réalisateur a préféré la figure de l'encerclement, puis du déplacement, comme pour représenter l'état de débordement et de vertige dans lequel se trouve le témoin. Au tout début du premier plan sur lequel s'ouvre cet extrait, on ne voit que les images des pin-up, autant dire que le réalisateur, voulant rendre compte de la frustration de Enawi, nous met d'emblée face à la projection de l'imaginaire torturé de son personnage. Madbouli entre par la suite dans le champ. Son regard se porte vers le hors-champ, dont on devine qu'il est tapissé également par d'autres images de femmes dénudées. À l'arrière-plan, les images des pin-up créent un effet de surcadrage, la tête du personnage étant doublement encadrée par les limites du cadre et par les images
qui prennent la forme d'une projection mentale. Cette configuration du plan, de même que le regard circulaire se portant vers le hors-champ, crée une impression d'encerclement par une matière délirante, minutieusement découpée. Je vous fais remarquer que les contours du découpage des photos épousent ceux du corps féminin. Un corps féminin fétichisé. Le deuxième plan de l'extrait est un plan subjectif, comme en témoigne le mouvement de caméra. Un panoramique représentant la trajectoire du regard de ce témoin qu'est Madbouli. Le panoramique se termine par un travelling avant un peu chancelant qui permet de voir de plus près les images des pin-up. Le plan suivant permet de retrouver le surcadrage et de fait la configuration d'une partie du plan précédent. La prolepse narrative proprement dite est prononcée alors qu'on a à l'image cette configuration du surcadrage. Ce que j'entends par prolepse narrative, c'est la phrase suivante: Meskin ya Enawi, min kan yasadda enno hasallak illi hasal. Pauvre Enawi, qui aurait pu prévoir ce qui t'est arrivé, nous dit la voix off. La prolepse énoncée dans ce décor renforce l'idée que la cabane de Enawi est le lieu de la projection d'une libido torturée. Elle est l'antichambre ou encore la chambre noire, pour reprendre une métaphore photographique, ou encore la caverne de l'illusion distordue conduisant au crime passionnel. Alors à travers cette vidéo, j'ai essayé de montrer que le puzzle de la ligne narrative du crime passionnel commence à se composer dès le prologue. Je vous invite de ce fait à étendre ce travail à d'autres séquences du film où se trouvent posés d'autres jalons du crime passionnel.